Je m'appelle Mira. J'ai Tirtifouran et je suis un expert comptable agréé, ce qui signifie que je passe mes journées à chasser des chiffres qui ne s'additionnent pas. Au 8e anniversaire de ma fille, j'en ai trouvé un cousu dans le col d'une robe rose. Mes parents l'ont envoyé. Ils ne sont pas venus à la fête. Lily a tiré la robe de la boîte et tout son visage s'est illuminé pendant exactement 3 secondes. Puis elle s'est figée. Ses petits doigts ont tracé la broderie sur le col et elle m'a regardée. Qu'est-ce que c'est, maman? J'ai pris la robe. Mes mains tremblaient avant de terminer la lecture. Le nom dessus n'était pas le sien. Je n'ai pas pleuré. Je suis allée à mon ordinateur portable et j'ai commencé à extraire les relevés bancaires. Ce que j'ai trouvé derrière une porte au bout du couloir de mes parents. Je ne pourrais jamais le voir différemment. Le matin suivant, ils appelaient sans arrêt. Ils n'avaient aucune idée que la robe était la plus petite chose que je trouverais. Bienvenue de retour sur Calm Drama Stories, où nous nous asseyons avec les trahisons silencieuses que les familles ne disent jamais à haute voix et les femmes qui les remettent finalement en place. Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Et assurez-vous de vous abonner. Le matin de l'anniversaire de Lily a commencé de la façon dont chaque jour important dans ma famille commençait avec moi, qui gère tout. J'étais déjà debout depuis Fever. Des guirlandes pendaient du plafond de la cuisine. Un gâteau était dans le réfrigérateur, décoré de papillons car Lily était obsédée par les monarques depuis le printemps. Daniel, mon mari, avait organisé une chasse au trésor dans le jardin, cachant des indices dans des bocaux en verre, et notre fille sautait déjà sur les meubles à 7 heures du matin. Cela aurait dû être simple. Étang, gâteau, amis, cadeaux, dodo. Mais mes parents avaient appelé la semaine précédente pour dire qu'ils ne viendraient pas. Ma mère, Carole, a dit que mon père, Roger, avait une visite de cardiologie qui ne pouvait pas être reportée. Elle l'a dit 2 fois, ce qui me dit qu'elle l'avait répété. Je n'ai pas protesté. Je ne protestais jamais. J'étais la fille qui s'adaptait, qui couvrait, qui décrocha le téléphone et disait « bien sûr » avant que l'autre personne finisse sa phrase. Ce n'est pas un trait de caractère. C'est une compétence que vous développez quand vous grandissez dans une maison où un enfant obtient tout et l'autre obtient les restes avec une leçon sur la gratitude. J'ai dit à Lily que ses grands-parents avaient envoyé un paquet spécial. Ses yeux se sont élargis. Elle a toujours aimé leurs cadeaux, non pas parce qu'ils étaient chers, mais parce qu'elle croyait que chacun d'eux avait été choisi spécialement pour elle. Je croyais aussi à ça autrefois. Le colis est arrivé par UPS vers midi. Un carton blanc, l'écriture de ma mère sur l'étiquette d'expédition, une bande de papier rose qui dépassait de la couture. Je l'ai mis sur la table des cadeaux entre une pile de livres à colorier et une peluche chouette de la mère de Daniel. Je suis retournée glacer les petits du gâteau. Je n'avais aucune idée qu'une broderie à 9 dollars allait déchirer 3 ans de mensonges. Je devrais vous dire qui je suis en dehors des fêtes d'anniversaire parce que c'est important plus tard. Je suis une CPA dans une entreprise de taille moyenne en Virginie. Je m'occupe des vérifications comptables, ce qui signifie que je lis les états financiers d'autres personnes pour vivre et j'identifie les choses qu'ils espéraient que personne ne remarquerait. Je suis douée pour ça. Je suis douée pour ça parce que j'ai appris tôt que rien à la maison n'était gratuit. Du moins pas pour moi. En grandissant, ma sœur Émilie a obtenu ce qu'elle voulait, en demandant. J'ai obtenu ce dont j'avais besoin en présentant un dossier. Je n'exagère pas. Quand j'avais fourte 1 an et que j'avais besoin de nouveaux crampons de football, ma mère m'a forcée à écrire pourquoi je les méritais. 3 paragraphes sur le recto et le verso d'une page de cahier. Elle les a lus à la table de la cuisine, a rayé une ligne à propos du trou dans ma vieille paire et m'a dit qu'elle y réfléchirait. Émilie a reçu un nouveau téléphone cette même semaine. Aucun essai requis. J'ai arrêté de demander après un moment, j'ai trouvé un travail en ramassant les tables à 15 ans, et j'ai ouvert mon propre compte chèque à 16 ans, collège communautaire, puis école du soir pour mon diplôme de CPA, tout en travaillant à temps plein dans un bureau de préparation d'impôts qui sentait le nettoyage de tapis et le café brûlé. Chaque dollar que j'ai gagné, je l'ai gagné sans aide. Quelque part en chemin, j'ai arrêté de voir cela comme injuste et j'ai commencé à le traiter comme une preuve que je pouvais survivre à n'importe quoi.
Le problème avec ce genre de preuve, c'est que vous la portez partout. Vous devenez la personne qui répare, la personne qui envoie de l'argent quand les choses se resserrent, la personne qui arrive avec des solutions, tandis que tout le monde arrive avec des opinions. Je pensais que c'était de l'amour. Être indispensable. Je pensais qu'être utile et être valorisé étaient la même chose. Il a fallu une robe rose avec le nom de quelqu'un d'autre dessus pour m'apprendre qu'ils ne sont même pas proches. Émilie avait 3 ans de plus que moi, et autant que mes parents s'en souciaient, le soleil se levait parce qu'elle lui souriait. Elle avait ce genre de confiance qui remplit une pièce. Un grand rire, de grands projets, toujours au centre de toute histoire racontée au dîner. Ma mère l'adorait d'une manière qui semblait presque physique, comme si Émilie était une extension de son propre corps. Elle s'habillait pareil quand Émilie était petite. Elles chuchotaient ensemble dans la cuisine. Elles avaient un des rituels auxquels je n'ai jamais été invitée. Je ne dis pas cela avec amertume. Je le dis parce que vous devez comprendre l'architecture de ma famille avant que je vous montre où se trouvent d'elles les fissures. Mon père, Roger, était calme. Un électricien retraité avec un mauvais cœur et l'habitude d'observer depuis le fauteuil sans commenter. Il nous aimait tous les deux, je pense, mais il aimait Carole plus qu'il n'aimait être juste. Alors il a accepté. La seule personne qui le voyait clairement était ma grand-mère, Ruth. La mère de ma mère, maintenant 86 ans, aussi tranchante qu'un coupe-papier. Elle vivait à 15 minutes, et chaque fois qu'elle me rendait visite, elle trouvait une raison de rester seule avec moi. « Tu es la forte », m'a-t-elle dit une fois en épluchant des pommes à son comptoir. C'est pourquoi il s'appuie sur toi et oublie de dire merci. J'avais 12 ans. Je ne savais pas quoi faire. J'ai donc haussé les épaules et mangé la pomme. Mais je m'en suis souvenue. Il y a encore une autre chose à propos de notre maison. Au bout du couloir à l'étage, au-delà de la salle de bain et du placard du linge, il y avait une porte qui restait fermée. L'ancienne chambre d'Émilie. Après son départ, ma mère l'a gardée exactement comme elle était. Des affiches au mur, une couette lavande, des annuaires empilés sur le bureau. Personne n'en parlait. Personne ne l'ouvrait. C'était juste là. Comme une dent que vous ne pouvez pas arrêter de toucher avec votre langue. Émilie n'a pas simplement disparu. Elle a explosé. Pendant la majeure partie de ces années 20, elle a rebondi entre les petits amis, les idées commerciales et l'argent emprunté. Elle appelait mes parents à 2 heures du matin pour demander un transfert. Elle arrivait à Thanksgiving avec un nouvel homme et un nouveau plan et partait avant que les plats ne soient non faits. Les plans ont toujours échoué. Les hommes ont toujours disparu. L'argent n'est jamais revenu. À 33 ans, il y a presque exactement 3 ans, elle a disparu. Aucun appel, aucune adresse de redirection, juste un SMS à ma mère disant « J'ai besoin d'espace. Ne me cherche pas. » Carole était dévastée. Elle m'a appelé 6 fois le premier jour. Elle a appelé la police qui a dit « Une femme de Tirtifouran qui part volontairement n'est pas une personne disparue. » Elle a appelé le dernier petit ami d'Émilie, qui a raccroché. Elle s'est assise dans la chambre d'Émilie pendant 3 heures, avec la porte fermée à clé. Mon père se tenait dans le couloir avec sa main sur la poignée et ne rentrait pas. Et voilà la chose qui aurait dû tout me dire. Ils n'ont jamais blâmé Émilie. Pas une seule fois. Pas pour la carte de crédit, pas pour l'argent de la retraite, pas pour le tour de disparition. Dans la version de mes parents, Émilie était une victime de malchance, de mauvais hommes, d'un monde qui ne la comprenait pas. Elle est juste perdue, dirait ma mère, en appuyant sa paume à plat sur la table de la cuisine, comme si elle retenait quelque chose. Elle trouvera son chemin de retour. Je voulais la croire. J'ai envoyé de l'argent chaque mois après. Pour le cœur de papa, pour la maison. Je n'ai jamais demandé où il allait. C'était mon erreur. Voici comment l'arrangement fonctionnait. Après la disparition d'Émilie et l'effondrement des finances de mes parents, j'ai mis en place le paiement automatique. $1,200 par mois pour l'hypothèque. $400 pour l'assurance maladie supplémentaire de Roger parce que Medicare ne couvrait pas le cardiologue dont il avait besoin. $110 supplémentaires pour le plan téléphonique familial. Leurs 2 lignes plus la mienne regroupée. Et tous les quelques mois,
Carole appelait avec quelque chose de plus. Un chauffe-eau, une facture d'impôt foncier. Il n'avait pas budgétisé un copaiement suite à l'un des épisodes de Roger. Je n'ai jamais dit non. Je sortais mon feuille de calcul, j'ajustais le budget que Daniel et moi gardions sur le réfrigérateur et j'envoyais ce qu'elle demandait. « Chérie, le cœur de ton père ne peut pas attendre, » disait-elle, sa voix tombant à ce registre mou et fêlé qu'elle réservait pour quand elle avait besoin de quelque chose. Tu es la seule sur qui on peut compter. Je la croyais. Ou peut-être ai-je choisi de la croire parce que l'alternative, que je versais de l'argent dans quelque chose que je ne comprenais pas, était trop laide à regarder en face. Daniel ne s'est jamais plaint, mais il a posé des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. L'assurance de ton père devrait couvrir la plupart des affaires cardiaques, a-t-il dit une fois, en faisant défiler un site web de fournisseurs sur son téléphone. Ils ont un plan secondaire ou quelque chose? C'est compliqué, lui ai-je dit. Il m'a regardé pendant longtemps, puis a reposé le téléphone. D'accord. Ce n'était pas d'accord. Il le savait. Je le savais. Mais admettre que les chiffres ne s'additionnaient pas aurait signifié faire la seule chose que j'avais passé à toute ma vie à éviter, remettre en question si ma mère me disait la vérité. Je suis une CPA. Je réconcilie les livres d'autres personnes pour vivre. Je ne pouvais pas me forcer à ouvrir le livre de ma famille. Pas encore. Lily est la raison pour laquelle j'ai finalement l'ouvert. Ma fille a 8 ans, une tête de plus que la plupart des enfants de sa classe, et le genre d'enfant qui lit des guides de terrain pour s'amuser. Elle collecte des roches. Elle les étiquette avec du ruban adhésif et les range dans un carton d'œuf sous son lit. Elle a une fois passé fortifive minutes à expliquer la différence entre igné et sédimentaire à une caissière chez Target qui n'avait pas demandé. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite et c'est la chose pour laquelle je brûlerais tout pour la protéger. Ce qui m'inquiétait chez mes parents n'était rien de dramatique. C'était petit. C'était la façon dont ma mère a commencé à dire les choses. Elle me rappelle tellement Émilie à cet âge. Émilie tenait la fourchette de cette façon. Regarde ses yeux. Pure Émilie. Les premières fois, je l'ai laissé passer. Les enfants sont comparés aux proches. C'est normal. Mais ça continuait à se produire. À chaque visite, Carole trouvait un nouveau moyen de superposer Émilie sur ma fille. Elle a acheté à Lily une couette lavande, de la même teinte que la couette dans la chambre d'Émilie. Elle a inscrit Lily à des cours de peinture pour enfants sans me le demander parce qu'Émilie aimait peindre. Quand j'ai cherché Lily chez mes parents un dimanche, ses cheveux étaient en tresse française, un style que ma mère avait l'habitude de faire pour Émilie chaque matin d'école. Maman m'a peignée comme sa fille spéciale, m'a dit Lily en grimpant dans le siège auto. J'ai serré le volant et je n'ai rien dit. La porte au bout du couloir, j'ai remarqué qu'elle était légèrement ouverte la dernière fois que je l'avais dépassée. Juste assez pour voir la couette lavande, intacte, mais la lumière du placard était allumée. Quelqu'un y avait été récemment. Je suis rentrée à la maison et je me suis dit que ça ne signifiait rien. La fête s'est terminée vers 16h. Les camarades de classe de Lily ont été récupérés. Le jardin était jonché de ballons éclatés et de boîtes de jus, et Daniel lavait le gâteau de la table du patio. Lily était assise sur le sol du salon, entourée de papier d'emballage, déjà triant ses cadeaux par catégorie. Livres, fournitures artistiques, choses à montrer à son professeur. « Puis-je ouvrir celui de grand-mère maintenant » a-t-elle demandé, atteignant la boîte blanche. « Vas-y, chérie. » Elle a déchiré le papier. À l'intérieur se trouvait une robe, coton rose, une ligne avec un col Peter Pan et de petits boutons de perles devant. Lily l'a soulevée et a souri. C'est tellement joli. Elle l'a pressé contre sa poitrine et s'est tournée. Puis elle s'est arrêtée. Elle a retourné le col en faisant glisser son pouce sur la broderie à l'intérieur. Fil blanc, cursif soigné, cousu dans le tissu comme une étiquette. C'est quoi, maman? J'ai traversé la pièce, j'ai pris le col entre mes doigts et j'ai lu le nom. Émilie, pas Lily. Émilie, cousue dans une robe flambant neuve de taille 8 ans,
envoyé par mes parents pour l'anniversaire de ma fille. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai gardé mon visage immobile. Lily me regardait avec cette expression que les enfants prennent quand ils sentent que quelque chose ne va pas, mais ne peuvent pas le nommer. « C'est le nom d'une autre fille », a-t-elle demandé. « C'est une erreur, chérie », ai-je réussi à dire. Grand-mère a probablement mélangé la commande. Elle a hoché la tête, satisfaite, et est retournée à ses livres. J'ai plié la robe et l'ai mise sur le comptoir. Puis j'ai vu la carte coincée au fond de la boîte. L'écriture de ma mère, ondulée et délibérée. Pour notre petite Émilie, avec tout notre amour, grand-mère et grand-père. Notre petite Émilie. Daniel est entré du patio, a vu mon visage et a mis le tuyau. Que s'est-il passé? Je lui ai donné la carte. Il l'a lue 2 fois. Aucun de nous n'a dit un mot. Cette nuit-là, après que Lily s'était endormie et que Daniel lisait au lit, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et la robe pliée à côté de moi. J'ai tapé un message à ma mère. Court, mesuré, le type de SMS qu'une CPA envoie quand elle n'est pas prête à accuser, mais a besoin du chiffre enregistré. « Maman, pourquoi la robe de Lily ?» dit-elle Émilie. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai mis le téléphone face vers le bas sur le comptoir. Puis, je suis allée me coucher. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de voir le cursif sur le col. Soigné, intentionnel, payé. Ce n'était pas un mélange d'entrepôts. Quelqu'un a passé une commande. Quelqu'un a tapé Émilie dans un champ de personnalisation et a cliqué sur « Confirmer ». À 6 heures du matin, mon téléphone avait 11 appels manqués. 6 de ma mère, 5 de la ligne de mon père, ce qui signifiait que ma mère utilisait son téléphone après que le sien soit allé à la messagerie. J'ai laissé sonner. C'était nouveau pour moi. Toute ma vie, j'ai décroché à la 2e sonnerie. Carole m'avait entraînée à être disponible de la façon dont vous entraînez un chien à s'asseoir avec la répétition et la menace silencieuse de déception. Ne pas répondre au téléphone semblait comme retenir mon souffle sous l'eau. Inconfortable, désorientant, mais clarificateur. À 7 heures, un SMS est arrivé de Carole. « Mira, s'il te plaît, appelle. Ce n'est pas ce que tu penses. Nous pouvons expliquer. » Je l'ai lu en versant les céréales de Lily. Daniel a regardé par-dessus mon épaule, a lu l'écran et s'est versé un café sans commenter. Il avait passé tant d'années à me regarder tout abandonné quand mes parents appelaient. Le fait que je sois assis tranquille, mangeant des tartines, laissant le téléphone bourdonner sur le comptoir, il savait que quelque chose avait changé. Il n'a pas insisté. Il a juste mis une 2e tasse devant moi et s'est assis. J'ai décidé de ne pas rappeler. J'allais les conduire et je ne leur dirais pas que je venais. Ma mère a rappelé à 8:15 alors que j'attachais Lily dans la voiture pour le camp estival. J'ai répondu cette fois, non parce que j'étais prête, mais parce que j'avais besoin d'entendre quelle version de la vérité elle avait construite pendant la nuit. Chérie, grâce à Dieu. La voix de Carole était haute, soulagée, dirigeant déjà la conversation vers une conclusion qu'elle avait répétée. J'ai eu ton message. Chérie, c'est juste un nom qu'on a toujours aimé. Ton père et moi, nous avons pensé que ce serait gentil. Un nom de famille, tu sais, comme une tradition. Émilie n'est pas un nom de famille, maman. C'est le nom d'une personne. Une personne spécifique. Silence, alors. Eh bien, bien sûr. Mais cela ne signifie pas que moi... C'est-à-dire, nous ne tentions pas de... Tu as fait coudre sur mesure une robe brodée avec le nom de ma sœur et tu l'as envoyée à ma fille de 8 ans. Elle a recalculé. Je pouvais le sentir. La respiration, la légère pause avant que le nouvel angle ne s'enclenche. Tu lis trop dans cela, Mira. Tu fais toujours ça. Tu prends quelque chose de simple et tu le transformes en une enquête entière. Ce mot « enquête », je l'ai noté. Ton père a besoin de son renouvellement. À propos, a-t-elle ajouté, changeant de vitesse comme elle le faisait toujours quand une conversation se rapprochait de quelque chose de réel. La pharmacie sur la route 9. Pourrais-tu? Je m'en occuperai, ai-je dit, et j'ai raccroché.
J'ai attendu dans l'allée pendant 1 minute. Lily chantait sur le siège arrière, donnant des coups de pied contre le siège auto. Carole avait fait quelque chose d'intéressant à cet appel. Elle avait utilisé le temps présent, un nom qu'on a toujours aimé. Pas aimé, aimé. Et elle avait dit « Émilie est toujours plus belle en rose ». Pas avait l'air. A l'air comme si Émilie était toujours là. Comme si elle avait encore 8 ans et attendait une robe. 3 jours plus tard, l'appel de l'argent est venu. Il venait toujours. Roger avait une visite de suivi, a dit Carole. Et le spécialiste voulait des images supplémentaires. Un échocardiogramme, peut-être un test d'effort. Le seul copaiement est de $400, m'a-t-elle dit, sa voix mince et fatiguée. Et tu sais que ton père ne demandera pas. Je sais qu'il ne demandera pas, ai-je dit, parce que tu le fais toujours. Elle a ignoré ça. Elle avait développé une sorte de surdité sélective au fil des ans. Tout ce qui ressemblait à une objection n'a tout simplement pas enregistré. Je lui ai dit que je vérifierais et j'ai raccroché. Puis, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a tout an. J'ai accédé au portail d'assurance. Le plan supplémentaire que j'ai payé, celui que je finançais à $400 par mois depuis le premier épisode cardiaque de Roger, couvrait les visites de spécialistes à 90% après la franchise, qui avait déjà été atteinte en janvier. Un échocardiogramme copaiement selon ce plan était de $42, pas $400. $42. Je me suis assis à mon bureau et j'ai fixé l'écran. Les mathématiques étaient simples, et c'est pour ça que c'était moche. Si l'assurance couvrait la plupart du traitement de Roger et que j'envoyais aussi $1,200 par mois pour l'hypothèque et que Carole demandait toujours plus, tous les quelques mois, où allait le reste de l'argent? J'ai ouvert une feuille de calcul, nouveau fichier, cellule vide, le curseur clignotant, en A1. Au cours des 12 derniers mois seulement, j'ai envoyé à mes parents un peu plus de $23,000 au-delà de l'hypothèque et du paiement automatique de l'assurance. Carole avait attribué chaque dollar à la santé de Roger, aux réparations de la maison ou aux impôts fonciers. J'ai extrait les registres d'impôts fonciers du comté en ligne, payés intégralement, à temps au cours des 3 dernières années. L'argent allait quelque part, juste pas où elle l'avait dit. Si vous avez jamais été celui qui garde tranquillement une famille entière debout et a commencé à se demander où tout va vraiment, vous connaissez déjà ce sentiment. Ce n'est pas de la colère en premier, c'est de l'arithmétique. Restez avec moi. Commentez, je vois. Et continuons. J'ai passé cette soirée à faire une vérification croisée de tout. Relevé bancaire des 36 derniers mois. Confirmation. Venmo. Historique du paiement automatique du serveur hypothécaire, compagnie d'assurance, plan téléphonique. J'ai tout imprimé parce que je suis le type de personne qui a besoin de papier. Daniel était assis face à moi, en assemblant la nouvelle étagère à livres de Lily à partir de la salle de fête, et me regardait trier les pages en pile sans demander ce que je faisais. Il demandera quand je serai prête. Il l'a toujours fait. Vers 2200, j'avais 3 colonnes. Colonne 1, l'argent que j'ai envoyé, détaillé mois par mois. Colonne 2, ce que Carole a dit, que c'était, des trucs cardiaques, des trucs domestiques, des dépenses de vie. Colonne 3, ce que j'ai pu vérifier réellement. L'écart entre les colonnes 2 et 3 était un peu plus de $41,000 sur 3 ans. $41,000 dont je ne pouvais pas rendre compte. Ce n'était pas dans l'hypothèque. Ce n'était pas dans les réclamations médicales. Ce n'était pas dans les registres d'impôts fonciers. Je me suis penchée dans ma chaise et j'ai appuyé mes paumes sur mes yeux. Daniel a reposé la clé Allen. Ça va mal? 41,000. Mal. Il n'a pas sifflé ou juré. Il a juste hoché la tête lentement, comme un homme confirmant quelque chose qu'il soupçonnait, mais ne voulait jamais dire à haute voix. « Tu dois y aller », a-t-il dit. « Oui. Prends ton téléphone. Photographie tout ce que tu trouves. »« Je sais. » Et Mira. Il a attendu que je le regarde. Vérifie cette pièce. Il voulait dire celle au bout du couloir, celle avec la porte qui était toujours fermée.
Je suis allée à la maison de mes parents un mercredi. Je connaissais leur emploi du temps. Roger avait une physiothérapie à 10 o'clock et Carole le conduisait toujours parce qu'elle ne lui faisait pas confiance au volant depuis le dernier épisode. Il serait absent pendant au moins 90 minutes. Je me suis fait entrer avec la clé de secours sous la grenouille en céramique, à côté de la porte latérale. La même grenouille qui était là depuis que j'avais 9 ans. La maison sentait le nettoyant citron et quelque chose de rassis dessous. La façon dont le font les vieilles maisons quand on n'ouvre pas assez les fenêtres. Tout semblait pareil. Le fauteuil de Roger avec l'encoche permanente. Le point de croix de Carole au-dessus de la cheminée. La table de la cuisine où j'avais écrit mon essai sur les crampons, toujours couverte de la même nappe en vinyle. Je suis montée l'escalier, au-delà de la salle de bain, au-delà du placard du linge avec la porte bloquée, au-delà des photos scolaires encadrées. Émilie grand et centrée. Le mien plus petit, fourré sur le côté. Et puis j'étais debout à la fin du couloir. La porte. Elle avait été fermée à chaque visite pendant 3 ans, parfois fermée à clé. Une fois, quand Lily s'était dirigée vers elle lors d'une visite à Thanksgiving, Carole l'avait interceptée si vite qu'elle avait presque renversé l'enfant. C'est la pièce privée de grand-mère, chérie. Privée. J'ai mis ma main sur la poignée. Elle a tourné. Pas de serrure cette fois. La porte s'est ouverte sur une moquette qui n'avait pas été aspirée depuis des semaines. Et la couette lavande sur le lit était exactement comme je m'en souvenais, lissée, au carré, serrée à l'hôpital. Les annuaires étaient toujours sur le bureau. Le poster du coucher de soleil sur la plage était toujours épinglé au-dessus de la tête de lit. Mais le placard, la porte du placard était ouverte et la lumière était allumée. Quelqu'un y avait été récemment et avait laissé les preuves bien en vue. Le placard était plein d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Les vieux vêtements d'Émilie avaient été poussés sur le côté. Des pulls de lycée, une robe de bal et un sac de nettoyage à sec. Et à la place, empilées soigneusement sur le sol, se trouvaient 4 boîtes en carton. J'ai tiré la première. À l'intérieur, pliés dans du papier de soie, se trouvaient des vêtements pour enfants, petits, dimensionnés pour une fille entre 6 et 10 ans. Des robes, des cardigans, une paire de Mary Jane, encore dans la boîte à chaussures. Chaque article avait la même broderie sur le col ou l'étiquette. Émilie. J'ai mis la première boîte et j'ai ouvert la deuxième. D'autres vêtements. Un imperméable rose avec Émilie cousu dans la poche intérieure. Un ensemble de rubans monogrammes brodés. Un coffret à bijoux avec un petit bracelet gravé. E.B. Émilie Brandt. Ce n'étaient pas des souvenirs de l'enfance d'Émilie. Les étiquettes étaient actuelles. Les tailles étaient actuelles. Quelqu'un achetait des vêtements pour enfants au nom d'Émilie dans des tailles qui convenaient à une fille de 8 ans, dans des tailles qui convenaient à Lily. Mes genoux ont cédé et je me suis assis sur la moquette. La troisième boîte était différente. Pas de vêtements. À l'intérieur se trouvait une chemise de fichier épaisse. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé une pile de confirmations de transfert Venmo imprimées sur du papier blanc ordinaire, chacune montrant un paiement du compte bancaire de mes parents à un destinataire à Reno, Nevada. Le nom du côté récepteur était Emily Brandt. Les montants variaient de $300 à $800. Certains mois avaient 2 transferts. La confirmation la plus ancienne remontait à 3 years, 2 weeks, après le texte « Ne me cherche pas » d'Emily. La plus récente était le mois dernier. Je les ai parcourus. Chaque dollar correspondait à la chronologie de Carole. Chaque copaiement que j'avais couvert, chaque chauffe-eau fantôme, chaque panique d'impôt foncier, l'argent réel avait été redirigé. Un pipeline de mon compte chèque à une adresse au Nevada que je n'avais jamais vue. Au fond du dossier, attaché à la dernière confirmation avec un trombone, il y avait une note écrite à la main dans la calligraphie de ma mère. « Ne le dis pas, Amira, elle ne comprendrait pas. » Je me suis assis sur le sol du sanctuaire de ma sœur et j'ai fait les mathématiques. C'est ce que je fais. C'est la seule chose que je pouvais faire. 36 mois de transfert, une moyenne de $580 par paiement, parfois 2 fois par mois. Le total,
quand je l'ai exécuté sur la calculatrice de mon téléphone portable avec le type de précision anesthésique qui empêche les comptables de crier dans les parkings, était un peu plus de $38,000. $38,000 des $41,000 dont je ne pouvais pas rendre compte. L'écart s'est fermé avec un clic qui ressemblait à un os qui se brisait. Mes parents ne luttaient pas. Le cœur de Roger était réel, mais les factures étaient payées parce que je les payais. La maison allait bien parce que je payais l'hypothèque. Le téléphone fonctionnait parce que je finançais le plan. Chaque dollar supplémentaire que Carole m'avait extorqué, chaque urgence, chaque appel tremblant sur le cœur de ton père. C'était allé à Émilie à Reno pendant ce riant. Ils savaient où elle était. Ils ont toujours su le texte « Ne me cherche pas ». La peine, la porte de la chambre fermée. C'était du théâtre. La représentation de Carole pour un public d'un. Moi, la fille fiable, celle qui arrange les choses, celle qui continuerait à écrire des chèques si elle croyait que son père mourait et que sa sœur avait disparu. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas, les clés tomber dans le bol en céramique sur la table du couloir, les pas lents de Roger, puis le grincement du fauteuil, la voix de Carole appelle en haut de l'escalier. « Mira, c'est ta voiture dehors ?» J'ai regardé vers le bas, la chemise dans mes genoux. La note « Ne le dis pas à Mira » m'a fixée. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. J'avais photographié chaque page. Puis, je me suis levée, j'ai fermé le placard et j'ai quitté la pièce. Carole était en bas de l'escalier quand je suis descendue. Elle me regardait, puis regardait au-delà de moi, le couloir, vers la porte que j'avais légèrement entr'ouverte, et son visage passait par quelque chose. Pas de panique, de reconnaissance. L'expression d'une femme qui avait attendu ce moment et avait déjà répété la façon de le traverser. « Tu es entrée dans la chambre d'Émilie », a-t-elle dit. Pas une question. Je l'ai fait. Elle a serré les lèvres, lissé ses mains sur son pantalon et s'est assise sur la marche inférieure, comme si elle s'installait pour une conversation qu'elle avait planifiée depuis des années. « Alors tu as vu », a-t-elle dit. « Tu as vu les choses que j'ai commencé à collecter pour elle. Elles ne sont pas pour elle, maman. Elles sont dimensionnées pour Lily. Elles sont dimensionnées pour la fille d'Émilie. » Cela m'a arrêtée. Émilie n'a pas de fille. Carole m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Non coupable, non défensive, mais certaine. Convaincue. La façon dont quelqu'un regarde quand il a vécu à l'intérieur d'une illusion si longtemps qu'elle devient porteuse. Lily pourrait être notre deuxième chance, a-t-elle dit. Les mots ont frappé le couloir comme une gifle. Elle a continué. Émilie a commis des erreurs, je sais ça. Mais c'est toujours ma fille. Elle reviendra. Et quand elle le fera, elle devra voir que nous avons gardé sa place, que nous n'avons pas oublié. Lily a le bon âge, le bon. Elle a les yeux d'Émilie, Mira. Tu l'as toujours su. Je fixais. Ma mère ne demandait pas pardon. Elle me demandait de comprendre qu'elle avait lentement, méticuleusement remplacé ma fille par le fantôme de ma sœur. Et elle croyait que c'était de l'amour. Roger se tenait dans l'ouverture du salon. Il n'a rien dit. Ses yeux étaient rouges et il s'accrochait au chambranle comme si c'était la seule chose qui le maintenait. Il savait. Il l'avait toujours su. J'ai pris mon sac, j'ai marché devant eux deux et j'ai conduit à la maison sans dire un autre mot. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. Je voulais. Il y avait une pression derrière mes côtes qui ressemblait à un poing essayant de s'ouvrir. Mais j'ai gardé les deux mains sur le volant et j'ai conduit à la limite de vitesse et j'ai respiré par le nez de la façon dont je le fais pendant la saison fiscale. Quand les livres d'un client sont tellement enchevêtrés que je ne peux pas trouver le fil de départ. Au moment où j'arrivais dans mon allée, le poing s'était desserré. Ce qui l'avait remplacé était plus froid, plus clair. Je me suis assis dans le garage avec le moteur éteint et j'ai ouvert mon téléphone. Photo de chaque reçu. Photo de la note. Photo des boîtes. 4 robes monogrammes. 3 cardigans. Le bracelet. Un dossier plein de transferts vers Reno. Je n'avais pas de discours. Je n'avais pas de plan. Pas encore. Mais j'avais les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. Ils ne te font pas de gaslighting. Ils ne t'appellent pas 6 fois avant le petit déjeuner
et ne te disent pas que tu lis trop de choses. Daniel était en train de coucher Lily quand je suis entrée. J'ai attendu que sa porte se ferme. Puis j'ai assis et j'ai expliqué tout. Les boîtes, les reçus, Émilie et Renaud, l'illusion de Carole sur Lily. $38,000. Il a écouté sans interruption. Quand j'ai terminé, il a frotté son visage des deux mains et a dit une chose. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je fais pour vivre? Je lui ai dit, construire un dossier, exposer chaque poste, et puis je vais leur montrer, à tous, exactement où l'argent est allé. L'heure? Tout le monde? Carole voulait que je sois la seule à ne pas savoir, donc maintenant tout le monde le saura. Il a hoché la tête. D'accord, a-t-il fait une pause. Tu es sûre d'aller bien? Non, ai-je dit. Mais je suis précise. Cela devra suffire pour maintenant. J'ai passé les 4 jours suivants en mode CPA. Chaque nuit après que Lily s'était endormie, je m'assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes et mon ordinateur portable. Et j'ai construit le dossier. Pas un journal, pas une liste de griefs. Une véritable réconciliation. Le type que je soumettrais à un client si son directeur financier avait détourné des fonds. J'ai commencé par mes dossiers bancaires. 3 ans de transferts sortants, paiement Venmo et confirmation de paiement automatique. J'ai imprimé chacun en surbrillance. Puis, j'ai extrait les réclamations d'assurance du plan supplémentaire que je payais pour Roger. Chaque visite, chaque copaiement, chaque explication des avantages, je les ai recoupés avec les demandes de Carole. Le modèle était chirurgical. Chaque fois que Carole appelait avec une nouvelle dépense, un test d'effort, un changement de médicament, une visite aux urgences, le coût réel était une fraction de ce qu'elle m'avait indiqué. L'excédent est allé à Renaud. Tracer les paiements hypothécaires courants chaque mois couverts par mon paiement automatique. Les impôts fonciers payés également indirectement par mois. Le plan téléphonique actif. Mon compte. Puis j'ai creusé plus profondément et j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié. Un prêt personnel cosigné d'il y a 3 ans. Carole m'a demandé de signer quand Émilie a d'abord disparu, disant qu'ils avaient besoin d'un pont jusqu'à ce que la documentation d'invalidité de Roger soit traitée. L'invalidité avait été approuvée en quelques semaines. Le prêt était toujours ouvert. Solde $6,200. Mon nom était dessus, mon crédit, ma responsabilité. Je l'ai ajouté au dossier. Jeudi soir, j'avais un document de 23 pages avec des onglets et des codes couleurs. Chaque affirmation de Carole des 3 dernières années comparée au dossier vérifiable avec la variance marquée en rouge. $41,000 en sortie totale. $38,000 confirmés redirigés vers Emily. Les $3,000 restants non comptabilisés, probablement en espèces, probablement intraçables. J'ai fermé le dossier et j'ai étiqueté l'onglet Marque Réconciliation familiale. Daniel le regardait de l'autre côté de la table. C'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Vendredi matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, 775 code d'accès. Renaud. J'ai presque pas répondu. Puis je l'ai fait parce que j'avais fini de ne pas savoir les choses. Mira, c'est Émilie. Sa voix était plus légère que je m'en souvenais, plus chaleureuse aussi, comme si elle appelait pour discuter autour d'un café, s'en rampant hors de friand de silence. « Hé, écoute, je sais que ça fait un moment, mais maman a dit que les choses sont serrées en ce moment. Et je me demandais si je pouvais quoi, Émilie? Juste m'aider un peu comme tu le fais toujours. La famille aide la famille, non ?» J'ai tenu le téléphone loin de mon visage et l'ai fixé. La façon dont vous fixez un appareil qui vient de prendre feu. Puis, je l'ai ramené. « Tu es à Renaud ?» Pause. Une longue. « Maman te l'a dit. Personne ne m'a rien dit. Je suis un comptable. Où tu penses que j'ai appris à lire une piste papier ?» Une autre pause, puis plus douce. « Écoute, je sais à quoi ça ressemble. »« Oui ? Parce que de ma place, il semble que tu aies drainé mes parents, tu as disparu, et puis tu as laissé leur canaliser mon argent vers toi pendant 3 ans, tout en me disant que c'était pour le cœur de papa.
Ce n'était pas elle. La robe s'est avérée mignonne, d'ailleurs. Silence mortel. Elle savait pour la robe. Bien sûr qu'elle savait. Elle l'avait probablement choisie. Je ne voulais pas signifier pourquoi. Pour que ma fille trouve le nom de quelqu'un d'autre cousu dans son cadeau d'anniversaire. Émilie a exhalé longtemps et tremblant. Et pendant une demi-seconde, j'ai entendu quelque chose qui aurait pu être une honte. Puis ça a disparu. Je passe une période difficile, Mira. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu as raison, ai-je dit. Je ne sais pas. J'ai raccroché. Puis j'ai ajouté Émilie contactée confirmée consciente du dossier de robe. Je sais que beaucoup d'entre vous crient à l'écran. Coupe-les déjà, je t'ai entendu. Mais j'avais besoin que ce soit étanche d'abord. Si vous avez jamais dû rester calme alors que tout en vous brûle, aimez ce bouton et restez avec moi. Cet après-midi-là, j'ai appelé Carole, non pas pour discuter, non pas pour pleurer, pour présenter des résultats. Maman, j'ai examiné les finances. Mira, ne commence pas. Au cours des 36 derniers mois, je vous ai envoyé à vous et à papa un total de $41,000 au-delà de l'hypothèque et du paiement automatique de l'assurance. $38,000 de cela ont été transférés à Émilie à Reno. Elle est devenue silencieuse. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan. Un certain tribunal diurne, un juge frappant son marteau. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mes affaires. Tu n'avais pas le droit de prendre mon argent et de mentir sur le lieu où il est allé. Ce n'était pas un mensonge, c'était nous te protégions. Tu ne comprendras jamais. Émilie a besoin, Émilie a 37 ans. C'est toujours ma fille et je ne le suis pas. Cela m'a frappé différemment que je ne l'avais prévu. Pas comme une arme, comme un fait que j'avais porté pendant 30 ans sans jamais le dire à haute voix. Carole s'est remise rapidement. Elle l'a toujours fait. Si tu en fais quelque chose, Mira, tu seras celle qui déchire la famille. Tout le monde saura ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? M'éloigner de mes parents, de mon père malade? Pour de l'argent? Pour des mensonges? Maman, n'ose pas. Je te verrai dimanche. J'ai raccroché. Elle venait de me dire sa stratégie. Elle allait l'encadrer comme si je les abandonnais. Elle allait rallier la famille. Elle allait transformer la table en un tribunal avec moi, en jugement. D'accord. J'avais 23 pages qui disaient le contraire. Laisse-la monter la scène. J'apporterai le script. Samedi matin, la veille du dîner, ma mère a commis une erreur. Elle a appelé pour demander si j'apportais Lily dimanche. J'ai dit non. Carole a dit d'accord, mais ensuite, et je ne sais pas si elle avait oublié la robe, oublié les boîtes, oublié tout ce que nous avions dit au téléphone. Elle a ajouté « J'ai acheté le plus joli petit pull pour Émilie. Apporteras-tu ces mesures ?» Elle voulait dire Lily. Elle parlait de ma fille. Elle a juste utilisé le mauvais nom ou le nom qu'elle avait décidé était le bon. « Maman, viens-tu d'appeler ma fille Émilie ?» Silence. Puis tu sais ce que je voulais dire. Prononce son nom. Quoi? Prononce le nom de ma fille. Maman. Un battement. 2. Lily. J'ai dit, Lily. Non, tu ne l'as pas. J'ai raccroché pour la dernière fois. 2 heures plus tard, Daniel est rentré d'un chantier pour me trouver assis sur le sol de la chambre de Lily, regardant sa collection de roches. Elle a regardé vers le haut avec ses yeux marrons. Ses yeux, pas les d'Émilie, pas ceux de quelqu'un d'autre, et a dit « Maman, qui est Émilie ?» Grand-mère n'arrête pas de m'appeler ça, et je ne sais pas qui c'est. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle était devenue trop grande pour cela, tous les coudes et les genoux, mais elle s'est recroquevillée quand même. « Émilie est ta tante, lui ai-je dit. Elle vit loin. Elle a son propre nom, et tu as le tien. »« Bien, » a dit Lily. « J'aime mon nom. J'aime aussi ton nom, chérie. » J'ai embrassé le haut de sa tête et j'ai pris une décision qui se construisait depuis des semaines, mais s'est cristallisée en ce moment. Je n'allais pas seulement montrer à mes parents les reçus demain, j'allais m'assurer que tout le monde à cette table comprend que Lily est Lily et personne n'allait la réécrire dans la réalité, l'histoire de quelqu'un d'autre. Pas tant que je respirais. Cet après-midi-là, pendant que Lily faisait la sieste, et que Daniel était dehors faire les courses,
Je me suis assis à mon ordinateur portable et j'ai commencé à débrancher. D'abord, le paiement automatique de l'hypothèque. Je me suis connectée au portail du serveur et j'ai annulé le transfert récurrent avec un effet immédiat. Email de confirmation reçu, puis l'assurance supplémentaire. J'ai appelé le prestataire et j'ai demandé de supprimer une personne à charge, mon père, du plan que je finançais. Le représentant m'a guidée à travers le formulaire. Cela prendrait effet à la fin du cycle de facturation, 30 jours. Je l'ai rempli et soumis. Le plan téléphonique était le suivant. J'ai appelé le prestataire, j'ai supprimé les 2 lignes de mes parents du forfait familial et j'ai absorbé la petite pénalité pour les changements à mi-cycle. Leur téléphone resterait actif jusqu'à la fin de la période de facturation. Puis, ils s'éteindront. Enfin, le prêt cosigné. J'ai appelé le prêteur et j'ai demandé à me retirer en tant que cosignataire. Ils ont dit que je ne pouvais pas sans refinancement ou remboursement complet. J'ai noté cela dans le dossier et l'ai marqué pour suivi. Je m'en occuperai après dimanche. Chaque annulation a été documentée. Date, numéro de confirmation, capture d'écran des pages du portail. Je ne faisais pas ça par dépit. Je l'ai fait de la façon dont je conseillerais à tout client qui a découvert qu'une personne à charge financière détournait des fonds. Coupez l'exposition, documentez l'action et préparez-vous à la conversation. Ce n'était pas une vengeance. C'était une réconciliation de mes comptes, de mes limites, du grand livre que je tenais mal depuis 30 ans. Daniel est entré et a mis les sacs sur le comptoir. Il a vu les emails de confirmation toujours ouverts sur mon écran. Combien d'argent on leur envoyait au total? Un peu plus de $1,700 par mois, plus des suppléments. Il s'est appuyé contre le comptoir et a exhalé. C'est presque la moitié d'un paiement automobile. C'est exactement la moitié d'un paiement automobile, ai-je dit. Il m'a regardé. Bien. Carole avait appelé le dîner en famille une réunion. Elle l'avait encadré aux parents comme un long repas familial en attente. Rien de dramatique, juste la famille qui traîne. Mais je connaissais la chorégraphie. Je l'avais regardé jouer cette pièce auparavant. Une fois qu'Émilie avait abandonné l'école de cosmétologie et Carole avait dû réécrire le récit avant que la tante Diane l'entende de quelqu'un d'autre, la distribution serait familière. Grand-mère Ruth, qui vivait à proximité et n'avait jamais manqué un repas. Tante Diane, la plus jeune sœur de Carole, qui admirait Carole et croyait à sa version de tout. Oncle Pete, mari de Diane, qui pour la plupart mangeait en silence et acceptait celui qui parlait le plus fort. Quelques cousins, peut-être remplissant les sièges et fournissant la pression ambiante du public. Carole voulait les chiffres. Elle voulait que je sois en minorité, entourée de personnes qui avaient déjà entendu sa version. Mira s'éloigne. Mira a arrêté d'aider. Mira brise le cœur de son père malade sur un malentendu au sujet d'une robe. Elle comptait sur moi pour que je cède, que je sois assise tranquille pendant que la table se tournait vers moi, de la façon dont j'étais restée tranquille toute mon enfance pendant qu'Émilie était à l'honneur. Et j'ai reçu la responsabilité. Elle ne savait pas que j'allais changer les mathématiques. J'ai repassé la robe rose, celle avec Émilie sur le col, je l'ai pliée dans un sac en toile avec le fichier de 23 pages. J'ai fermé le sac et l'ai placé à côté de la porte d'entrée. Daniel a proposé de venir. J'ai secoué la tête. Reste avec Lily. J'ai besoin de toi ici quand je reviens. Tu vas seul? Je viens préparer. Il m'a donné les clés de la voiture et m'a embrassé le front. Donne-leur l'enfer. Je vais leur donner une feuille de calcul. Je lui ai dit que c'était pire. Elle voulait un public. Il s'avère que j'avais besoin de témoins. J'ai conduit vers la maison de mes parents à 1806. L'allée était pleine. La Subaru de Diane, le camion de Pete, la Lincoln Town Car de la grand-mère Ruth, qui conduisait toujours à 86 ans malgré les objections de tous. Par la fenêtre de devant, je pouvais les voir réunis dans la salle à manger. La porcelaine était de sortie. Carole avait même allumé les bougies. J'ai marché en portant le sac en toile sur mon épaule. Carole m'a rencontré à la porte avec une étreinte si serrée que ça ressemblait à un garrot. « Je suis tellement contente que tu sois venue, chérie », murmurait-elle assez fort pour que la pièce entende. «
On était tous tellement inquiets pour toi. Elle m'a menée à la table. Grand-mère Ruth était assise au bout lointain, sa serviette déjà sur ses genoux, ses yeux acérés derrière ses verres progressifs. Diane était assise face à elle, à côté de Pete, qui beurrait un petit pain. Deux cousins que je n'avais pas vus depuis Noël, Tyler et Beth, remplissèrent les sièges du bout, ayant l'air légèrement mal à l'aise de la façon dont les gens semblent quand ils ont été convoqués à un dîner qui porte clairement sur quelque chose. Roger était assis en bout de table. Il semblait plus vieux qu'une semaine auparavant. Ses mains reposaient à plat de chaque côté de son assiette et il ne me regardait pas quand je m'asseyais. Carole a servi le rôti. Elle a passé les haricots verts. Elle a complimenté le chemisier de Ruth et a demandé à Diane comment allait son jardin. C'était un chef-d'œuvre d'établissement de la normalité avant de faire tomber le marteau. J'ai mangé. J'ai attendu. J'ai gardé le sac en toile sur le sol à côté de ma chaise. Au moment où les assiettes avaient été débarrassées et que Carole avait apporté un crumble aux pêches qu'elle avait probablement cuit ce matin pour cette représentation exacte, elle était prête. Elle a posé le crumble, a croisé ses mains et s'est tournée vers la table. J'ai demandé à tout le monde ici, parce que j'ai besoin de votre aide. Carole a regardé autour de la table de la façon dont un réalisateur examine une scène, vérifiant les lignes de vue, confirmant que tout le monde était en place. Comme vous le savez peut-être, elle a commencé, sa voix captant juste assez pour le vendre. Mira a décidé d'arrêter de nous aider financièrement. Ton père, Roger, a 67 ans avec une condition cardiaque, et Mira a coupé le soutien dont nous dépendons. Elle l'a laissé s'asseoir. La fourchette de Diane s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Ruth n'a rien dit. Tyler s'est déplacé dans sa chaise. Carole a continué, appuyant ses paumes à plat sur la table. Un geste que j'ai reconnu dès l'enfance, celui qu'elle utilisait quand elle voulait sembler ancrée et raisonnable. Je ne demande à personne de prendre parti. Je vous demande en tant que famille d'aider Mira à comprendre que s'éloigner de vos parents, de votre père malade, n'est pas quelque chose que vous faites sur un désaccord au sujet d'une robe d'enfant. Elle me regardait avec une expression calibrée pour projeter de la douleur, pas de l'hostilité. J'avais vu cette expression 1 millier de fois. C'était le visage qu'elle portait quand elle voulait que tu aies pitié d'elle sans remarquer qu'elle venait d'accuser de quelque chose. Diane s'est tournée vers moi. Sa voix était prudente, la voix de quelqu'un qui avait été averti mais pas complètement convaincu. « Mira, est-ce vrai? As-tu arrêté d'aider avec les factures médicales de Roger? J'ai arrêté tout soutien financier. » Oui, mais son cœur. Carole a dit le spécialiste Diane, j'y arriverai. Roger fixait son assiette. Ses mains n'avaient dû pas bouger. C'était un homme assis au milieu d'une conversation qu'il savait venir et n'avait rien fait pour empêcher. Non pas parce qu'il était impuissant, mais parce que l'impuissance était plus facile que l'honnêteté. Carole n'avait pas terminé. Je veux juste que nous soyons une famille à nouveau. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Après tout ce que nous avons vécu avec Émilie, parlons d'Émilie, j'ai dit. J'ai tendu la main vers le bas et j'ai ouvert le sac. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence poli d'une pause, mais le silence sans souffle d'une table qui sait que quelque chose est sur le point d'atterrir. D'abord, j'ai posé la chemise sur la table. 23 pages avec des onglets, des codes couleurs, l'étiquette face à Carole marque réconciliation familiale. Puis, j'ai extrait la robe. Coton rose, col Peter Pan, bouton de perles. Je l'ai dépliée lentement et je l'ai posée à plat sur la table, à côté du crumble, le col face à elle pour que tout le monde puisse voir la broderie. Fil blanc, cursif soigné, cousu dans le tissu. Émilie. Ruth s'est penchée en avant en réglant ses verres progressifs. Les lèvres de Diane se sont ouvertes. Pete a reposé sa serviette. C'est la robe que mes parents ont envoyée à ma fille pour son 8th anniversaire, ai-je dit. Ma voix était basse et uniforme. Je ne me suis pas dépêchée. Le nom dessus n'est pas le nom de ma fille. Le nom de ma fille est Lily. J'ai ouvert la chemise et je l'ai tournée vers la table. C'est un dossier financier de 3 ans. Chaque mois, j'ai envoyé de l'argent à mes parents pour le cœur de papa, pour la maison, pour les urgences que maman a décrites au téléphone.
Au cours des 36 derniers mois, ce total a dépassé $41,000. J'ai appuyé sur la colonne rouge. $38,000 de cela ont été transférés à Emily à Reno, Nevada, où elle vit depuis 3 ans. La main de Diane est allée à sa bouche. Ruth a fermé les yeux. Maman et papa savaient où était Emily tout le temps. J'ai continué. Ils ont utilisé l'argent que j'ai envoyé, l'argent que je croyais sauver papa, et l'ont réécrit. Chaque copaiement faux, chaque chauffe-eau fantôme, chaque appel téléphonique désespéré sur ton cœur. C'était allé à Émilie, et ils achetaient des vêtements pour enfants brodés du nom d'Émilie dans les tailles de ma fille, gardant un placard plein de cela dans l'ancienne chambre d'Émilie. J'ai regardé ma mère. Elle serrait le bord de la table, les articulations blanches. Ma fille a un nom. Ce n'est pas Émilie. Carole s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol et a frappé le mur derrière elle. « Tu n'avais pas le droit !» a-t-elle crié. « Tu es entrée dans ma maison. Tu es entrée dans la chambre d'Émilie. Tu n'avais pas le droit de toucher ses affaires. » « Ses affaires ?» a dit Diane, regardant la robe sur la table. « Carole, ce sont des vêtements pour enfants. »« Alors, Émilie ? Alors quand elle revient ?» La voix de Carole s'est brisée et a monté. La femme contrôlée et répétée d'il y a 5 minutes était partie. À la place se trouvait quelque chose de brut. Pas du remords, pas de culpabilité, mais de la fureur d'être exposée. « Tu ne comprends pas ce que c'est », a-t-elle dit, en se tournant vers la table, en cherchant un allié. « C'est mon enfant. Ça a toujours été mon enfant. » Je gardais sa place. Je m'assurais qu'elle avait quelque chose pour revenir. Avec mon argent, ai-je dit. Tu as toujours été jalouse. Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant, le doigt pointé. Depuis le moment où tu avais Fivan, tu ne pouvais pas supporter qu'Émilie soit spéciale, qu'elle soit mienne d'une manière que tu n'as jamais été. Elle s'est arrêtée, mais la phrase était déjà dans la pièce. Ruth a mis ses mains à plat sur la table. Sa voix était mince et dure, comme un fil tendu. « Assieds-toi, Carole. » Carole s'assit, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que Ruth avait 86 ans et était toujours la seule personne de la famille qui pouvait faire obéir Carole à une phrase de 2 mots. Puis Roger a parlé. Les premières paroles qu'il a dites toute la soirée. Sa voix était basse, fêlée, épuisée. « Je savais », a-t-il dit. Il ne regardait personne. Il regardait le bol de crumble comme s'il contenait les 30 dernières années de son mariage. Je savais qu'elle envoyait l'argent. Je savais pour les vêtements. Je lui ai permis de le faire parce que j'étais trop fatiguée pour combattre. Il a fait une pause. Je suis désolée, Mira. J'ai attendu plus. Il n'y avait pas plus. Ruth a parlé ensuite. Elle me regardait à travers la table, au-delà de la robe, au-delà de la chemise, au-delà de sa propre fille qui pleurait dans une serviette de dîner, et a dit « J'ai toujours su qu'il s'appuyait trop fort sur toi. Je l'ai dit à ta mère quand tu avais 12 ans. Je lui ai dit à nouveau quand Émilie est partie. Elle s'est tournée vers Carole. Je te l'ai dit, et tu as dit que je faisais du drame. » Diane fixait les reçus. Elle avait tiré une page vers elle et lisait les dates, les montants, le routage. Elle a regardé Carole avec une expression que je reconnaissais, le regard de quelqu'un dont la version de la réalité venait de s'effondrer. « Tu m'as dit que Mira était égoïste », a-t-elle dit tranquillement. « Tu m'as appelé 3 fois cette semaine et tu m'as dit qu'elle t'abandonnait pour une robe. Ce n'est pas aussi compliqué que $41,000 et un placard plein de vêtements avec le mauvais nom d'enfant. Ce n'est pas compliqué. C'est « je ne sais même pas ce que c'est ». Pete n'a rien dit. Tyler regardait son assiette. Beth avait son téléphone sous la table. Personne ne mangeait le crumble. La pièce avait changé de la façon dont les pièces changent quand une histoire est réécrite devant les gens qui croyaient à l'original. Pas avec des cris, pas avec un verdict, juste la lente, lourde reconnaissance que la personne qui avait été en train de raconter l'histoire était celle qui mentait. Je n'avais pas besoin qu'ils prennent parti. Je n'avais pas besoin que quelqu'un dise que j'avais raison. Je voulais juste qu'ils voient ce qui s'était passé derrière les portes fermées au bout du couloir et qu'ils décident par eux-mêmes.
Je me suis levée. La chaise n'a pas raclé. Je l'ai repoussée lentement, de la façon dont vous fermez un livre quand vous avez atteint la dernière page. Je ne vais pas crier, ai-je dit. Je ne menace pas ou ne fais de demande. Je vais vous dire ce qui est déjà fait. J'ai regardé Carole, puis Roger. J'ai annulé le paiement automatique de l'hypothèque. J'ai retiré papa du plan d'assurance supplémentaire que je finançais. J'ai supprimé vos 2 numéros de mon compte. J'ai marqué le prêt cosigné pour résolution. Carole a émis un son, mi-gasp, mi-gémissement. Roger a fermé les yeux. « Je ne te hais pas », j'ai continué. « Je ne hais pas Émilie. Tu peux lui envoyer chaque dollar que tu gagnes. C'est ton choix. Mais tu n'utiliseras pas mon argent pour le financer. Et tu n'utiliseras pas ma fille pour remplacer l'enfant que tu as perdu. J'ai pris la chemise. J'ai laissé la robe sur la table. Laisse-les le regarder. Laisse-les lire le nom. Aime Émilie autant que tu veux, ai-je dit depuis la porte. Tu ne la reconstruiras pas à partir de ma fille. Ruth a hoché une fois. Diane s'est essuyé les yeux. Pete fixait la nappe. Carole n'a rien dit. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'avait rien à dire. Je suis allée à ma voiture, j'ai posé la chemise sur le siège du passager et j'ai conduit à la maison sous un ciel qui commençait à peine à s'assombrir. Mes mains étaient fermes, ma respiration était uniforme. J'ai allumé la radio et j'ai laissé une chanson que je ne connaissais pas remplir le silence. C'était la promenade la plus silencieuse de ma vie, et je ne pense pas que j'ai jamais été plus éveillée. Les appels ont commencé cette nuit. Carole, Roger, Carole à nouveau depuis le téléphone de Roger, puis Diane demandant gentiment si j'allais bien. Gentiment. Puis Carole d'un numéro que je ne reconnaissais pas. La ligne fixe que j'avais oubliée qu'ils avaient toujours. J'ai laissé tout aller en messagerie vocale. Les messages ont suivi un schéma qui aurait été drôle si ce n'était pas ma famille. D'abord la supplication, puis la culpabilité, puis la colère, puis la supplication à nouveau. Carole en a laissé un à minuit qui disait « Tu ne peux pas simplement t'éloigner de tes parents, Mira. La Bible dit. » Je l'ai supprimé avant qu'elle finisse le verset. Au cours des tout prochaines semaines, les retombées sont arrivées en pièces, de la façon dont elles arrivent quand vous enlevez le sol d'une maison qui croyait qu'elle se tenait d'elle-même. Le serveur hypothécaire a envoyé un avis. Sans mon paiement automatique, le premier paiement était en retard. Carole a appelé Diane en panique et Diane, qui avait maintenant 23 pages de contexte, lui a dit d'appeler un conseiller financier. L'assurance supplémentaire de Roger a expiré à la fin du cycle de facturation. Il était toujours couvert par Medicare, il avait toujours accès à son cardiologue, mais le plan premium avec des copaiements plus bas était parti. Il allait devoir utiliser le niveau public comme tout le monde. Leurs téléphones se sont éteints. Carole est apparue dans un magasin Verizon et a ouvert un plan prépayé avec un numéro que personne ne reconnaissait. Les transferts Venmo d'Émilie se sont arrêtés parce qu'il n'y avait rien à transférer. 3 semaines de silence de Renaud. Aucun appel, pas de texte. Pas la famille aide la famille. Quand l'argent s'est asséché, l'amour aussi. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce que la famille signifiait pour ma sœur. Les proches connaissaient la vérité. Maintenant, Carole ne pouvait plus contrôler le récit. Pas avec Diane portant une photocopie des reçus et Ruth disant à quiconque l'écouterait qu'elle avait averti sa fille pendant des années. 1 mois plus tard, la maison était plus silencieuse que jamais. Et je le dis de la meilleure façon. Lily a commencé la 2e année. Elle a porté une nouvelle robe le premier jour, coton jaune, bouton blanc, son nom cousu sur le col intérieur dans un fil bleu. Lily, je l'ai commandée moi-même. Elle a fait glisser son doigt sur la broderie avant de la mettre et m'a souri comme si c'était la meilleure chose qu'elle n'avait jamais possédée. « Ça dit mon nom », a-t-elle dit. « Ça le dit. » Daniel et moi avons recalculé notre budget ce premier week-end sans les $1,700 par mois allant à mes parents. Nous n'avons pas célébré. Ce n'était pas un gain inattendu. C'était l'argent qui avait toujours été le nôtre.
J'ai mis la moitié dans le fonds universitaire de Lily et l'autre moitié pour la voiture. Le camion de Daniel gémissait sur la nécessité de devenir. Les samedis matins étaient différents maintenant. Pas de téléphone qui sonne à 7 heures du matin. Pas de messagerie vocale de Carole au sujet d'un plombier, d'un copaiement ou d'une crise qui avait besoin de ma carte de crédit. Pas de culpabilité assise dans ma poitrine comme un deuxième petit déjeuner. Je suis passée devant la maison de mes parents par accident une fois, prenant un mauvais virage en revenant de l'épicerie. Les rideaux étaient fermés. Le camion de Roger était dans l'allée. La grenouille en céramique était toujours à côté de la porte latérale. Je ne me suis pas arrêtée. La porte au bout de leur couloir. Je ne sais pas si elle est ouverte ou fermée maintenant. Ce n'est pas le mien à en demander. Certaines portes, tu les franchis toute ta vie. Et un jour, tu réalises que la chose la plus courageuse que tu puisses faire est d'arrêter de essayer de les ouvrir. Les couper n'a pas fait de moi le méchant de l'histoire de ma famille. Ça m'a fait l'auteur de celle de ma fille. C'est mon histoire. Une robe rose, un mauvais nom et un dossier plein de reçus. Si cela vous a rappelé de suivre l'argent, faites-le aujourd'hui. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'être ici. Commentez, abonnez-vous et je vous vois plus tard.